Bonjour. Alors, l'objectif de cette communication est de démontrer l'intérêt de l'analyse de la dimension clandestine du travail enseignant quand des inclusions d'enfants en situation de handicap engagent une pluralité d'agents scolaires. Alors, dimension clandestine qui renvoie dans mon propos à ce qui n'est pas dit ni montré par les enseignants et qui est difficilement officialisable, mais qui pour autant peut être connu par les différents agents qui sont inscrits dans le milieu de travail enseignant. Mon hypothèse est que la dimension clandestine peut servir d'analyseur aux interrelations entre agents scolaires et qu'elle peut aussi permettre de mieux comprendre ce qui peut rassembler ces différents agents scolaires alors qu'ils ont des métiers différents. Je vais tenter de montrer dans mon propos qui va suivre que la dimension clandestine du travail enseignant est aussi une dimension subversive qui favorise la négociation entre agents scolaires et joue sur l'intensité de leur travail collectif. Je précise que la subversion est une régulation de la règle et non une infraction à la règle. Tout d'abord, revenons sur le contexte de l'une de mes recherches, objet de cette communication devant vous aujourd'hui. Actuellement, une nouvelle approche pour penser le handicap est promue et le système éducatif français cherche à dépasser un paradigme médico-psychologique centré sur les troubles, les incapacités, les déficiences, pour tendre vers un paradigme interactionnisme de l'inclusion dans lequel l'environnement, c'est-à-dire la classe, l'établissement scolaire, les différentes catégories de personnel y travaillant, ne serait plus le producteur de handicap. Dans cette conception, l'environnement devient donc un obstacle ou une ressource qui empêche ou qui favorise la participation d'un enfant à la vie sociale et scolaire sur un pied d'égalité avec les autres enfants. Toujours dans ce contexte, des accompagnants, c'est-à-dire les enseignants, les personnels éducatifs, les professionnels du secteur médico-social et les parents d'enfants en situation de handicap, deviennent les acteurs clés de ce processus de changement. Et dans le paradigme que je viens d'évoquer, l'environnement correspond donc en partie à la mise en œuvre d'un travail collectif. Je me suis appuyé pour mon étude sur trois clés d'analyse de l'activité humaine. La tension entre le travail prescrit et le réel de l'activité, la nécessité d'étudier l'activité in situ et le besoin de documenter systématiquement le point de vue des acteurs pour comprendre le sens de leur engagement dans l'inclusion scolaire. Dans cette perspective, j'ai souhaité mieux comprendre comment et pourquoi la dimension collective de l'activité peut être susceptible de correspondre à une ressource pour les acteurs. Par exemple, existe-t-il des conditions? Et aussi, comment et pourquoi différentes catégories d'acteurs engagés dans l'inclusion scolaire parviennent ou non à opérationnaliser les inclusions en prenant en compte de manière plus ou moins large les prescriptions institutionnelles. Du point de vue conceptuel, je mobilise l'analyse pluridisciplinaire des situations de travail avec Yves Schwartz et Louis Durive, la clinique de l'activité avec Yves Clos et l'ergonomie constructive avec Pierre Falzon et Sandrine Caroli. D'un point de vue méthodologique, je mobilise l'étude de cas comme moyen d'investigation de nature qualitative et elle se caractérise par son caractère approfondi et intensif de l'analyse de 5 situations d'inclusion, autrement dit de 5 cas qui concernent aussi bien le premier degré de l'enseignement français avec l'école primaire que le second degré avec le collège et le lycée. Dans ma recherche, les dimensions clandestines de l'activité d'accompagnement sont donc apparues comme une possibilité de mieux comprendre une réalité inclusive toujours complexe. Alors, que nous apprennent-elles? Elles nous apprennent que des compromis sont trouvés entre accompagnants
Que des espaces de partage sont créés et que des processus ordinaires de retraduction et de subversion des règles inclusives sont opérants. En effet, les difficultés pour inclure les enfants et les adolescents en situation de handicap dans ces 5 contextes locaux ne manquent pas. Et chaque collectif y répond à sa manière en faisant preuve d'une créativité plus ou moins étendue, au sens d'une production de nouvelles normes pour soi et pour les autres. Comment? En utilisant les dimensions clandestines de l'activité dans le contexte de ce que j'appelle une polycentralité de l'activité d'accompagnement, autrement dit, dans un contexte dans lequel l'activité de l'enseignant n'est ni strictement centrale, ni strictement périphérique. Dans ce contexte, les dimensions clandestines contribuent à la créativité des accompagnants quand elles sont aussi des dimensions subversives. Autrement dit, plus les dimensions clandestines contribuent à subvertir les normes inclusives, plus les accompagnants sont créatifs pour inclure un enfant ou un adolescent en situation de handicap. Le pouvoir subversif des dimensions clandestines est aussi plus ou moins étendu en fonction de la dimension négociée de l'inclusion. Pour le dire autrement, plus l'inclusion est négociée collectivement et plus le pouvoir subversif est important. Les disputes de métier et les espaces de partage y sont plus nombreux et le genre professionnel a plus de chances d'être transformé, ce qui favorise en retour une plus grande intensité du travail collectif. En fin de compte, la dimension négociée de l'inclusion agit sur le travail collectif et quand cette négociation se combine au pouvoir subversif des dimensions clandestines, l'intensité du travail collectif augmente et peut tendre vers une coopération en vue de générer un écart au prescrit inclusif qu'enseignants et accompagnants négocient entre eux. Cette relation entre dimension négociée et pouvoir subversif des dimensions clandestines est également réciproque, car le pouvoir subversif des dimensions clandestines a aussi pour effet de faciliter le recours à la dimension négociée de l'inclusion. En quoi est-ce important? Comprendre que les dimensions clandestines possèdent un pouvoir subversif et comprendre que ce pouvoir subversif peut être plus ou moins étendu, c'est mieux appréhender l'apparition de conditions favorables pour que les accompagnants exercent leur normativité au sens d'un pouvoir de créer et de recréer des normes pour soi et pour les autres. Ces conditions favorables concernent ce que Battal, Falzon et Sen appellent des facteurs de conversion. Autrement dit, elles correspondent à la construction d'un contexte d'inclusion qui permet aux accompagnants de construire une situation d'inclusion efficace de leur point de vue. Les dimensions clandestines, par leur pouvoir subversif, favorisent ainsi la retraduction et donc la production de nouvelles règles inclusives au bénéfice de l'inclusion d'un enfant ou d'un adolescent en situation de handicap. De plus, les dimensions clandestines favorisent également les relations interpersonnelles et interprofessionnelles entre accompagnants en dynamisant le travail collectif et plus précisément, leur pouvoir subversif contribue à la production de créations stylistiques. Les styles, dans cette perspective, sont le retravail des genres en situation. Autrement dit, les dimensions clandestines et leur pouvoir subversif favorisent la stylisation du genre en situation et la créativité des enseignants pour inclure et concomitante avec la production de ces créations stylistiques, ce qui a pour effet de renforcer la plasticité et la vitalité du genre. Alors, d'autres effets sont-ils constatés? Oui, car les enseignants peuvent se professionnaliser au sens de produire, développer ou transformer des compétences,
en jouant sur les règles de leur métier, la confiance entre eux et les autres accompagnants. Cela concerne-t-il tous les enseignants? Non, car les enseignants peuvent aussi vivre des épreuves professionnelles qui peuvent induire un sentiment de déprofessionnalisation. Et dans ce contexte, la polycentralité de l'activité d'accompagnement est l'une des possibilités de rester en santé, autrement dit, de limiter la souffrance au travail. Une précaution néanmoins. Les dimensions clandestines n'apparaissent pas de mon point de vue comme le seul système de régulation possible pour construire une activité collective d'accompagnement. Au final, cette connaissance produite m'a permis de proposer une perspective pour former des enseignants inclusifs en considérant les dimensions clandestines de l'activité d'accompagnement comme l'une des ressources possibles pour réorganiser aussi bien le travail collectif d'accompagnement que la formation des enseignants en matière d'inclusion. Ces perspectives de formation ont fait l'objet d'un article dans une revue à comité de lecture et les références sont les suivantes. Je vous remercie de votre attention.